Alors, aujourd'hui, on se penche sur un changement qui a littéralement dynamité le concept de secret bancaire tel qu'on le connaissait. On parle de l'échange automatique d'informations fiscales. C'est un système qui a complètement rebattu les cartes pour quiconque a des intérêts financiers à l'international. Du coup, la question est simple, elle est directe. Est-ce que les actifs financiers détenus à l'étranger peuvent encore rester confidentiels? Eh bien, la réponse, comme on va le voir, a changé du tout au tout ces dernières années. Allez, on plonge directement dans notre première section, la fin du secret bancaire. Cette citation, elle dit tout, n'est-ce pas? L'idée même qu'on puisse avoir des actifs à l'étranger en toute discrétion, ça, c'est une image du passé. C'est terminé. Et attention, ce n'est pas juste une petite tendance. Non, non, c'est la nouvelle norme mondiale, la transparence. Fini le temps où les administrations fiscales devaient jouer les détectives au cas par cas. Aujourd'hui, l'information circule de manière proactive et systématique entre les pays. Mais au fait, pourquoi un tel bouleversement? Les objectifs sont plutôt clairs et partagés par énormément de gouvernements. L'idée, c'est de lutter contre l'évasion fiscale, évidemment, mais aussi de garantir une plus grande équité. Que chacun paye sa juste part. Et ça amène plus de transparence financière et au passage, ça rend les contrôles fiscaux beaucoup plus efficaces. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, voyons un peu les mécanismes concrets qui organisent tout ça. On attaque la deuxième partie, on va décortiquer FATCA et le CRS. On commence par le pionnier, FATCA. C'est une loi américaine avec une portée mondiale. En gros, elle force les banques et les institutions financières du monde entier à identifier tous leurs clients qui sont des personnes américaines et à communiquer les infos sur leurs comptes directement au fisc américain, l'IRS. Et puis on a le CRS, la norme commune de déclaration. Il faut voir ça comme la version mondiale et multilatérale de FATCA. C'est développé par l'OCDE, ça concerne plus de 100 pays et ça fonctionne sur la base de la résidence fiscale et non de la nationalité. Cette petite chronologie montre à quel point cette révolution a été rapide. Tout part de l'initiative américaine en 2010. L'idée est ensuite reprise et mondialisée par l'OCDE en 2014. Et depuis, les pays rejoignent le mouvement les uns après les autres, comme Israël qui en 2019 a formellement intégré le CRS dans sa propre loi. C'est bien la preuve que le train de la transparence était lancé. Mais alors, c'est quoi la différence fondamentale entre les deux? En fait, c'est une question de philosophie. FATCA, c'est une exigence à sens unique. Les États-Unis demandent des informations au reste du monde. Point. Le CRS, lui, c'est un système multilatéral et réciproque. C'est un véritable échange d'informations dans les deux sens, entre tous les pays qui participent. D'accord. Mais alors, concrètement, qui est concerné par tout ça? C'est le moment de passer à la section 3 pour voir qui est réellement affecté. En réalité, il y a deux grands groupes de personnes qui sont directement impactées. D'un côté, les résidents étrangers, que ce soit de France, de Belgique ou d'ailleurs, qui ont des comptes en Israël. L'administration fiscale de leur pays d'origine reçoit maintenant toutes les infos. Et de l'autre côté, les résidents israéliens, qui ont des comptes à l'étranger. Le fisc israélien est désormais informé de leurs avoirs dans plus d'une centaine de pays. Et il y a une précision essentielle dans le contexte israélien, ça concerne aussi les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, dès que leur période d'exonération fiscale de 10 ans se termine. C'est un point clé à ne surtout pas oublier. Face à cette nouvelle réalité, la question est « que faire ?» Et ça nous amène tout droit à notre dernière section, « Agir pour avoir l'esprit tranquille ». Cette phrase, elle est sans appel. À l'heure de la transparence totale, essayer de cacher des actifs, ce n'est tout simplement plus une option. C'est une stratégie qui est condamnée à échouer. Parce que, en effet, ne rien faire, ça comporte des risques qui sont devenus très sérieux. On ne parle pas seulement d'un petit redressement, on parle de sanctions financières très lourdes, et ça peut même aller jusqu'à des poursuites pénales. La politique de l'autruche est la pire des stratégies. Alors la seule voie possible, c'est une démarche proactive. Et elle se fait en 3 étapes simples. D'abord, on analyse. On examine sa situation financière personnelle avec lucidité. Ensuite, on consulte. On demande conseil à un expert fiscal, quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et enfin, on régularise. On fait le nécessaire pour être en pleine conformité. C'est la seule façon de gérer la situation de manière contrôlée plutôt que de la subir. Et on termine avec une question de fond. Dans ce nouveau monde où la transparence financière est devenue la norme, quelle est la véritable valeur de la tranquillité d'esprit fiscal ? C'est la question clé à se poser, parce que la transparence, ce n'est plus un choix, c'est une obligation.